Salam alaikum, marhaban bikum في حلقة جديدة من برنامج تيجيني Talk. Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Tijini Talk. Ce soir, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé à Bruxelles. Donc, au début, il y avait une place à la condamnation, bien sûr, à l'émotion, à la solidarité avec les victimes. D'ailleurs, c'est avec les familles des victimes, bien sûr, et l'expression d'une solidarité nationale par rapport à ce qui s'est passé. Et encore une fois, on présente nos condoléances aux familles des victimes et notre condamnation ferme par rapport à ce qui s'est passé et notre ferme combat contre le terrorisme, l'extrémisme qui s'exprime modestement par des émissions qu'on a consacrées déjà avant les attentats, qu'on a consacrées pendant les attentats et qu'on continuera à consacrer pour dénoncer cette barbarie, mais également pour essayer de comprendre, parce que la meilleure façon de combattre ce nouveau fléau de terrorisme, de terreur mondiale, c'est essayer de comprendre les causes pour mieux le combattre. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre-là que ce soir, j'ai un invité, c'est Mohamed Saoud, qui est politologue, chercheur doctoral sur le radicalisme et l'extrémisme religieux à la faculté de droit de Tanger. C'est Saoud, salam alaikum. Wa alaikum salam. Merci Siti Gini de m'avoir invité. Je voudrais également profiter de l'occasion pour exprimer ma solidarité entière avec les familles des victimes, mais avec tous les Bruxellois, d'une manière générale. Bien entendu, je condamne également fermement ce genre d'actes horribles et barbares, d'autant plus que nous sommes également bruxellois, donc nous condamnons tous les actes de terrorisme dans le monde entier, mais ici ça nous a touché beaucoup plus particulièrement parce que ça aurait pu occasionner des dégâts au-delà des victimes, à des victimes qu'on connaît. D'ailleurs, c'est des victimes qu'on connaît. Donc, ce sont des voisins, ce sont des amis qui ont été victimes, qui ont été blessés également. Je compatis à leur douleur. Et d'ailleurs, à l'aéroport, j'y étais 12 heures avant. Donc j'aurais pu être parmi les victimes également. À Malbec, dans le métro, ma fille, c'est un métro qu'elle prend tous les jours. Elle revient de l'école, elle aurait pu être parmi les victimes également. Donc on comprend beaucoup plus particulièrement la douleur des victimes. Et donc c'est encore plus pénible pour nous, pour essayer de décortiquer, d'essayer de comprendre le pourquoi et pourquoi des Belges, c'est vrai, qui sont d'origine étrangère, mais ce sont des Belges avant tout qui sont ici. Pourquoi est-ce qu'on a envoyé des Belges se faire exploser? Est-ce que c'est vraiment une problématique propre à cette composante de la population? J'espère qu'à travers ce débat, on pourra... Mais alors, d'abord, j'ai rappelé que vous êtes chercheur doctoral sur la question du radicalisme et de l'extrémisme religieux. Mais comme on est ici à Bruxelles, en Belgique, la première question qui se pose, bien qu'on a entendu, c'est pourquoi les musulmans belges étaient à l'origine de ces attentats terroristes. Alors, est-ce que ce sont des musulmans ou des Belges ou des jeunes ou des radicaux? Qui sont ces gens qui ont commis ces attentats? Je pense que personne ne peut renier qu'ils étaient belges. Personne ne peut renier non plus qu'ils étaient musulmans. Mais pourquoi cela spécialement? La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, l'organisation non gouvernementale, l'ONG État islamique, elle a plus de 50 000 combattants venant de 80 pays dans le monde entier. Donc c'est très facile pour elle d'envoyer des combattants qui sont blonds aux yeux bleus. Pour elle, c'est très facile, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Pourquoi vous l'avez appelée organisation non gouvernementale? Je n'ai pas compris. Parce que c'est non gouvernemental. Elle se prétend comme étant être un État, qui est l'État islamique, et ce n'est pas du tout un État. Pour l'instant, j'espère pour longtemps, ce n'est pas un État. Donc c'est une organisation non gouvernementale. Elle n'a pas de gouvernement, en tout cas officiel, même si elle prétend qu'elle a un État. Et donc pour elle, c'est facile d'envoyer des combattants qui sont différents de la composante locale, mais ce n'est pas son objectif. Bien sûr, l'objectif officiel par rapport aux attentats, elle dit comme quoi la Belgique participe à des combats dans son territoire, ce qu'elle considère comme son territoire, et donc c'est une riposte pour elle, donc, dans sa vision des choses. Donc c'est ce qu'elle dit officiellement, mais officieusement, c'est pas du tout ça. Officieusement, l'objectif, c'est de semer la terreur et la zizanie dans la société belge.
c'est d'essayer de... Et de la société occidentale de manière générale? De manière générale, oui, quand ils commettent des attentats ailleurs, bien entendu. Mais ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé ici en Belgique et à Bruxelles. Et pourquoi ce sont des Belges d'origine étrangère qui se sont fait exploser. C'est intéressant de le savoir parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, à part envoyer un Australien se faire exploser, qui aurait été très facile pour eux aussi, ils auraient pu aussi commettre des attentats avec des bombes télécommandées. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très facile, mais ce n'est pas ce qu'ils recherchent. Justement, eux, ce qu'ils recherchent, c'est qu'il y ait la peur. Ils veulent instaurer la peur dans la communauté, dans la population belge, dans la population bruxelloise. Ils veulent que cette coexistence, que ce désir de vivre ensemble ne soit plus là. Ils veulent que le voisin ait peur de l'autre voisin, qu'on stigmatise son interlocuteur. Quand on est dans le métro, la personne qui est en face de lui, on en a peur. Il veut créer en fait le clash entre la société belge et sa composante minoritaire, la communauté musulmane. C'est ce qu'il cherche? Oui, bien entendu. L'objectif, c'est le chaos. L'objectif, c'est la stigmatisation parce que les extrêmes s'alimentent l'un l'autre. Et d'ailleurs, je suis un petit peu déçu de ce que j'ai vu hier à Bruxelles. Et pour moi, Daesh a déjà gagné une partie, en tout cas, de son combat. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez vu? Hier à Bruxelles, il y a eu des centaines, on les appelle des hooligans, mais des centaines d'extrémistes qui sont venus crier et scander des slogans qui sont extrêmes, racistes, xénophobes. Et c'est ce que Daesh a cherché. Donc elle a gagné quelque part, parce que justement, en stigmatisant la population, eh bien, quelque part, on pousse les gens à s'extrémiser également, on pousse les gens à se positionner, et ça, c'est un danger. Justement, on ne doit pas se positionner pour ou contre, on doit se positionner... Donc elle pousse les extrêmes ou les racistes belges à sortir de l'ombre, à commencer à stigmatiser la communauté musulmane, et elle cherche à pousser les musulmans à se replier sur eux-mêmes. Exactement. Ou à avoir peur également. Oui, bien entendu. L'objectif, c'est justement que les musulmans se positionnent. Ils veulent que les musulmans se positionnent d'une manière ou d'une autre, et pour qu'ils se positionnent en leur faveur, on essaye d'inciter justement les Occidentaux, dans le monde entier, à stigmatiser cette population, justement pour qu'il y ait un repli identitaire qui se fait, et donc c'est un danger. Il faut faire très attention. Malheureusement, vous vous dites déjà que Daesh a gagné. Oui, relativement. Oui, bien entendu. Quand je vois les réactions qui se font au niveau de certains pays, quand je remarque, par exemple, ce qui s'est passé en France avec les attentats de Paris qui sont très tristes, avec lesquels également on est solidaire vis-à-vis des victimes, mais la réaction des autorités, c'est une réaction qui va dans le sens, justement, des extrêmes. Ce que cherche Daesh. Bien entendu. Quand vous stigmatisez une partie de votre population, un exemple, sur la déchéance de la nationalité, bon, c'est vrai que ça fait plaisir à un électorat. Si c'est ça l'objectif, bon, il est atteint. Mais l'objectif tacite, ce qui n'était peut-être pas prévu, c'est que Daesh, elle gagne du terrain là-dessus. Parce que vous pensez vraiment qu'un terroriste, il a quelque chose à faire de sa nationalité. C'est le dernier de ses soucis. C'est le dernier de ses soucis. Il s'en fout, lui, de sa nationalité. Lui, ce qu'il veut, c'est instaurer la terreur. Et donc, quand vous venez et que vous dites à un citoyen de votre pays que, quelque part, vous n'êtes pas vraiment citoyen, qu'il faut faire attention, dès le départ, on le stigmatise, donc on va vers le tout sécuritaire, le tout militaire. Donc les musulmans français vont se sentir moins citoyens, puisque, à un certain moment, on reconnaît par cette loi de la déchéance de la nationalité comme s'ils étaient des sous-citoyens ou bien des citoyens de seconde zone, c'est ça? Non, bien sûr, de toute façon, donc ça conforte un peu ce que Daesh propose aux musulmans occidentaux, en leur disant à chaque fois qu'ils ne sont pas de vrais citoyens occidentaux, qu'ils ne seront jamais acceptés en tant que musulmans, et que leur propre place n'est pas en Occident, mais de revenir à ce qu'ils appellent la terre d'islam de la califat chez eux, en Syrie et en Irak. Tout à fait, c'est l'objectif justement des mouvements comme Al-Qaïda et Daesh, c'est de faire justement, d'essayer de créer de clash des civilisations et d'amener les musulmans à quitter le territoire sur lequel ils vivent pour les rejoindre justement, donc les rejoindre dans leur combat, parce que pour eux, ils estiment qu'ils ont un combat messianique, et donc ce combat-là, du bien contre le mal, dans leur vision des choses, il faut que le maximum de musulmans puissent y adhérer, et donc ils cherchent le clash. Ils cherchent le clash dans les sociétés, ils cherchent à diviser les sociétés. Très bien. Avant de vous poser la prochaine question, pour les gens qui nous regardent, vous allez pouvoir téléphoner pour peut-être poser vos questions, vos interrogations à M. Saoud qui est avec nous pour partager ce débat avec vous.
Donc, essayez d'être un petit peu patient. Je crois que dans un quart d'heure, plus ou moins, on va essayer d'ouvrir la ligne pour vous écouter et pour peut-être trouver des réponses plus ou moins. Parce que c'est pas évident hein, de trouver, de vous donner des réponses de ce qui malheureusement est passé, parce que tout est relatif hein, dans cette problématique. Alors la première question j'imagine que tout le monde se pose cette question, mais malheureusement on n'a pas une seule réponse et je ne pense pas qu'on aura une réponse définitive dans ce débat de ce soir. C'est pourquoi ces jeunes arrivent à être doctrinés facilement pour commettre cette erreur dans leur propre ville, où ils sont nés, où ils ont grandi. D'accord, alors il faut savoir déjà que sur tous les combattants extrémistes qu'il y a à travers le monde, contrairement aux idées préconçues, ce n'est pas forcément des marginaux. Vous avez toutes les composantes de la société. Vous avez des ingénieurs, vous avez des docteurs. Donc c'est vraiment un problème beaucoup plus complexe qu'un problème socio-économique. Parce qu'on présente ces jeunes comme des délinquants, des petits criminels qui se sont radicalisés dernièrement et très vite. Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'objectif, c'est d'envoyer ces jeunes pour se faire exploser là où ils sont. Là, on est d'accord. Que ce sont ces jeunes-là marginaux qui ont déjà des antécédents de grand banditisme, parce que c'est beaucoup plus facile pour eux de trouver des armes, c'est beaucoup plus facile pour eux de s'intégrer, enfin plutôt de se camoufler dans la société. Oui, là, c'est vrai. Et c'est surtout, le plus important pour eux, de démontrer comme quoi vous n'êtes pas en sécurité. Comme quoi votre voisin peut être un combattant, comme quoi quelqu'un que vous connaissez peut se faire tuer à n'importe quel moment par quelqu'un qui est né dans cette société. Donc c'est ça l'objectif, c'est de démontrer à travers leur combat qu'ils envoient, enfin leurs combattants, que vous n'êtes pas en sécurité nulle part. Et justement, il faut, à très court terme, il faut pas y répondre par la stigmatisation ou par la haine. Au contraire, on doit rester solidaire, on doit rester unis en tant que population, en tant qu'humain, on doit rester fraternel, c'est très important. Parce qu'à partir du moment où les extrêmes se mettent en place, le Daesh a gagné. Encore une fois. Alors, une autre question qui me taraude depuis toujours, c'est comment Daesh, ou les extrémistes, arrivent à instaurer cette pensée radicale dans l'esprit de ces jeunes qui ont fréquenté l'école occidentale de manière, pour ne pas parler que de Bruxelles, voilà, pour rester à Bruxelles, pour ces jeunes qui ont étudié ici avec nous dans des écoles réputées et voilà, qui n'ont jamais été, qui pour certains n'ont jamais même fréquenté la mosquée. Comment Daesh arrive à faire comment la radicalisation s'installe dans le cerveau de ces gens. Et très vite, hein, je le répète, il y a des jeunes qui sont radicalisés en quelques semaines. Tout à fait. Donc il faut savoir que quand on essaie de décortiquer les raisons ou les causes de ces mouvements radicaux à travers le monde, on peut essayer de trouver des causes qui sont communes à la communauté musulmane, mais sur lesquels les moyens qu'utilisent Daesh, ce sont des moyens différents. Alors je m'explique. Une partie de la communauté musulmane se sent dénigrée, humiliée. Une partie de la communauté musulmane estime comme quoi le monde musulman, c'est un monde qui est chaotique et dont l'esprit chaotique a été instauré et initié par les Occidentaux. Je peux vous rappeler la guerre d'Irak qui a été effectuée par Bush. Oui, mais c'est d'abord Saddam Hussein qui a envahi le Koweït. Hein. Oui, tout à fait, mais je vous donne l'esprit sur lequel se positionne Daesh. Ils pensent qu'ils ont le monopole, justement, de la solution pour redorer la dignité des musulmans. Il y a aussi la question du conflit israélo-palestinien. Alors, il y a le conflit qui alimente cette... Qui est un des moteurs également d'alimentation. Parce que personne ne peut dénigrer, en tout cas dans le monde musulman, on ne peut dénier plutôt le fait qu'il y a 2 poids 2 mesures dans le Moyen-Orient. C'est clair. Donc un musulman, il sait comme quoi le Palestinien aujourd'hui, il n'a pas un État, il n'a toujours pas de pays qui le compte escompté, et que malheureusement aujourd'hui, les Occidentaux... Est-ce que c'est ça qui justifie ça ne justifie pas, mais par contre, ça alimente. Donc la radicalisation, elle est multiple. Il y a bien entendu un problème géopolitique, comme je le dis, sur lequel il faudra donner des solutions. Il y a aussi des problèmes locaux, donc au niveau de la marginalisation proprement dit de ces jeunes, qui ont un problème identitaire. Il y a une mutation identitaire qui se fait, qui s'installe, qui se recherche. Il y a un problème, bien entendu, d'ordre socio-économique, parce que souvent, il y a des jeunes qui ne trouvent pas d'emploi, c'est des jeunes qui sont à la marge de la société, c'est des jeunes qui ont une soif de reconnaissance. Donc le problème, il est vraiment multiple. Oui, mais il y a la dimension religieuse dans tout ça. Est-ce que l'islam, la religion musulmane, comme essaie de
comme essayent certains de le présenter, est-ce que la religion musulmane ne porte pas en elle-même les germes qui favorisent cette radicalisation, cette terreur? Personnellement, je ne le pense pas. Beaucoup de chercheurs le pensent. Personnellement, non, parce que quand vous voyez une partie de ces radicaux, c'est des gens qui ne parlent même pas l'arabe. C'est des gens qui ne pratiquaient pas la religion. Et comme vous avez dit tout à l'heure, c'est vraiment en quelques mois, ça a été très vite. Donc ils n'ont pas cette source religieuse ou cette capacité intellectuelle suffisante pour décortiquer le bien du mal. Mais alors pourquoi du jour au lendemain, ils deviennent de fervents daïchiens, on va dire? Donc c'est ce que je disais. Il faut d'abord se remettre dans le contexte. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui s'est mondialisé, où les technologies sont présentes, les technologies de communication qui n'existaient pas à l'époque. Donc aujourd'hui, on peut très facilement dialoguer très très vite. On peut facilement accéder à de l'information ou de la désinformation. Et donc aujourd'hui, ces jeunes pensent pouvoir se retrouver tout seuls à travers leur propre phénomène de recherche. Et une fois qu'ils sont rentrés dans ce phénomène de recherche, ça peut aller très très vite. À ce moment-là, ils rentrent ils s'enferment dans un monde qui leur appartient. Et de recherche en recherche, ils pensent adhérer à un groupe qui leur donne des solutions à leurs problèmes identitaires, qui leur donne des solutions à leurs problèmes de dignité, qui leur donne des solutions à leurs problèmes d'ordre politique. Et donc ça, c'est important. Il faut vraiment faire attention. Et le problème, c'est que la radicalisation, comme vous avez dit tout à l'heure, elle se fait par étapes, mais ça va très vite. On passe très vite du stade de recherche simple à un stade d'enfermement. Et puis, à un moment donné, vous voyez que le jeune, il commence à être reclus, il commence à rejeter la société où il vit, il commence à rejeter ses amis, puis sa famille proche, à un moment donné. Et puis, il pense comme quoi il est en train de vivre la fin du monde. Aussi simple que ça, c'est les signes de la fin du monde. À un moment donné, il se dit, oui, il y a vraiment un problème dans le monde et je dois agir. Et il pense que en agissant, en allant rejoindre un groupe réactionnaire, il agit pour le bien. Donc dans son point de vue, il pense que c'est un justicier et qu'il est là pour établir la justice à travers le monde, alors que, comme je disais tout à l'heure, le monopole de la frustration, ce n'est pas le monopole des extrémistes. On peut très bien essayer de comprendre le pourquoi, mais on ne peut pas adhérer aux moyens qu'ils utilisent. Donc on peut être frustré, essayer de comprendre pourquoi il y a de l'injustice au niveau international et il y a d'autres moyens pour lutter contre cette injustice, comme les moyens politiques, les moyens légaux bien sûr, mais pas nécessairement de passer à l'acte et d'adhérer à une secte terroriste radicale. Pourquoi vous avez parlé de signes de la fin du monde ? Alors, à travers mes recherches, j'ai remarqué que la fin du monde était un élément essentiel, peut-être pas de radicalisation, pas du tout, parce que la radicalisation, il y a d'autres facteurs, mais peut-être le déclencheur qui fait qu'ils vont participer au combat. Donc le déclencheur qui fait qu'une fois qu'ils sont en phase de radicalisation avancée, ils se disent, bon, je dois y aller, je dois participer. Et ceci ne vient pas de mon analyse personnelle, elle vient même des textes religieux sur lesquels, par exemple, Daesh se base. Il faut savoir que Daesh, son magazine principal, c'est Dabir. Alors Dabir, qu'est-ce que c'est que Dabir ? C'est une ville qui se trouve sur le fleuve de l'Oronte en Syrie, et dans les textes religieux islamiques, c'est là où il y aura les combats de la fin du monde. Donc c'est là où il y aura le combat final entre le bien et le mal. Et donc pour eux, ils estiment qu'ils sont déjà dans cette... enfin, je parle pour l'organisation de l'État islamique, ils pensent qu'ils y sont déjà. Ils pensent qu'ils sont déjà dans les territoires qu'on appelle Shem, donc qui est un territoire très important dans le monde islamique. Et pour eux, ils pensent qu'aujourd'hui, nous sommes dans le combat de la fin du monde et qu'il faut choisir. Et donc, quand vous êtes en phase de radicalisation avancée, à un moment donné, vous dites, oui, je dois faire mon choix. Est-ce que réellement, les signes de la fin des temps sont là ? Malheureusement, même les plus modérés disent que oui. Donc, il faudra vraiment vérifier, revoir, parce que si c'est vrai, il y a vraiment un problème. Alors, il faut vraiment choisir. Et si ce n'est pas vrai, il faut le dire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout porte à croire, tout va dans le sens que nous vivons des moments chaotiques à travers le monde. Et ce n'est pas que le fait des scientifiques ou de la science-fiction. Aujourd'hui, même les politiques le disent. D'une manière tacite, on alimente cet esprit messianique de la fin du monde. Quand vous voyez, par exemple, la COP21 qui s'est déroulée à Paris, les chefs d'État du monde entier étaient là, et c'était
un climat de peur qui s'est installé, parce qu'on nous a prédit la fin du monde climatique. On nous a dit, écoutez, dans 20 ans, si on ne réagit pas, c'est la fin du monde qu'on connaît. Et donc, en dehors même des théologiens messianiques, en dehors même de cette mouvance de science-fiction que l'on vit tous les jours, il y a même le côté scientifique des choses qui nous font peur. Et donc, quelque part, ce jeune qui n'a pas les outils nécessaires pour décortiquer réellement ce qui se passe à travers le monde, eh bien peut-être que pour lui, il pense qu'il y est dedans, qu'il est dans... Donc Daesh essaie de faire comprendre, ça c'est un élément nouveau, j'imagine que je viens d'entendre pour la première fois, donc Daesh essaie de faire comprendre à ses adeptes que les musulmans vivent l'époque de la fin du monde et essaie peut-être de leur démontrer à travers des signes, des éléments qu'ils trouvent dans la littérature de la pensée islamique. Hein. Parce que dans cette littérature, il y a à boire et à manger, bien sûr, on en reparlera. Donc, elle essaie de leur faire comprendre qu'ils vivent la fin du monde et que ces jeunes, qui sont dans une phase de radicalisation avancée, ils doivent choisir. Ils doivent participer au combat. Participer au combat, ou bien doivent choisir le bien ou le mal. Exactement. Soit de faire partie du bien contre le mal, ou bien, s'ils ne font rien, qu'ils vont rester avec le mal et finir avec ce monde dans le camp du mal, et ce qui ne serait pas bien pour un bon musulman, entre guillemets, selon eux. Donc ça, Mais comment vous avez découvert ça? Comment vous avez... Donc à travers ma recherche, moi j'ai essayé d'abord de décortiquer les dires et les discours de ceux justement qui le propagent. Donc là, c'est Al-Qaïda et Daesh, et c'est à travers leur discours que je me suis dit, il y a un problème, personne n'en parle, et pourtant, pour eux, c'est essentiel dans leur discours. Le discours messianique est un élément essentiel. Pour eux, la terre de chêne, c'est la terre sur laquelle il faut faire sa hijra. Qu'est-ce que c'est que la hijra? La hijra, dans le monde islamique, c'est un peu l'équivalent de l'alia pour les juifs. C'est-à-dire se mettre en position de départ pour aller dans une terre sainte, donc une terre islamique. Donc partir de la terre d'Al-Kufr, donc la terre des mécréants, et rejoindre la terre religieuse. Et donc, quand vous voyez leur discours, tout porte à croire que c'est quelque chose de déterminant. Alors, au-delà même de leur discours, aujourd'hui, vous avez des applications qui sont très facilement vérifiables. N'importe quel téléspectateur peut le faire aujourd'hui sur Google. Aujourd'hui, par exemple, Google AdWords qui permet de vérifier chaque mot, combien de fois il a été recherché à travers le moteur de recherche. Alors quand vous vérifiez par exemple ce qui s'est passé au mois de novembre de l'année dernière, enfin des attentats à Paris, 2015, vous remarquez comme quoi quand vous mettez attentat de Paris, vous avez plus ou moins 600 000 recherches. Et en parallèle, l'équivalent pour Daesh et l'équivalent pour le califat. Et ce qui est étonnant, c'est que les recherches qui ont été effectuées sur la fin du temps remontent exactement au même moment pour les attentats de Paris, la même chose pour la hijra et la même chose pour la malhama. Alors que c'est un terme qui est très difficile à comprendre, que la plupart des musulmans ne connaissent pas, et pourtant, le mot malhama a été utilisé presque 450 000 fois dans le moteur de recherche Google au mois de novembre, pendant la période des attentats de Paris. Qu'est-ce que c'est que la malhama? C'est l'équivalent de l'Armageddon musulman, enfin chrétien. Donc l'Armageddon, c'est l'apocalypse, c'est la fin du monde, c'est la fin des temps. Et donc la malhama, d'un point de vue musulman, c'est la bataille finale qui aura lieu à la fin des temps. Et donc l'eschatologie islamique, donc c'est l'étude de la fin des temps de l'islam, dit comme quoi la malhama, elle aura lieu. Et donc quand vous avez ce nombre inconsidérable de gens qui y croient, mais quelque part, vous avez une minorité qui passent le cap et qui se disent « bon, je dois y aller parce que réellement... » En tout cas, des minorités qui font écho à la pensée daïchienne. Donc, qui vont chercher, qui essaient de se retrouver dans la philosophie daïchienne. Donc, qui y croient plus ou moins. Oui, mais que je m'explique bien. Je ne parle pas de cause de radicalisation. La radicalisation, les causes sont divergentes. Moi, là, on est loin. Oui, là, on est déjà dans une phase de radicalisation avancée. Et je dis une des causes qui permettent de passer le cap de la radicalisation au cap du combat. Parce qu'il y a des radicaux qui restent pacifistes, on va dire, plus ou moins. Bien donc entendu, qui ne portent pas les armes, qui ne tuent pas. En attendant, oui.
Malheureusement, ça existe. Ça existe. Bon, enfin, tout est relatif. Qu'est-ce que c'est qu'être radical? Est-ce que le fait de se positionner comme étant pro-palestinien, on est radical? Alors je suis le plus grand des radicaux de la Terre. Il faut vraiment faire attention à la sémantique. Parce qu'aujourd'hui, on utilise le mot islamiste à tout va. Si être islamiste, c'est prôner l'islam, alors on est tous des islamistes quelque part. Ça veut tout dire. Il faut vraiment faire attention à la sémantique. Par exemple, le mot djihadiste, on l'utilise à tort et à travers, mais quelque part, le mot djihad, dans le fondement de l'islam, c'est quelque chose de valorisant. Qu'est-ce que c'est que le djihad? C'est l'effort. On fait tous des efforts sur, on dit djihad nefs, on fait des efforts sur nous-mêmes. Donc il faut vraiment faire attention à cette sémantique qui est vraiment important parce que le fait de l'utiliser à tort et à travers, à nouveau, on fait le jeu de Daesh. On va revenir pour parler d'approfondir un peu ce que vous avez dit, poser d'autres questions. On va passer une page publicitaire et après, vous pouvez nous appeler, téléphoner pour poser vos questions à M. Saoud, chercheur à la faculté de droit de Tanger. Bienvenue, marhaban bikoum, à nouveau avec notre invité, c'est Mohamed Saoud, politologue, chercheur, doctorant à la faculté de droit de Tanger au Maroc. On parlait un peu, on essayait de comprendre un peu ce qui s'est passé à Bruxelles. Je crois qu'on a une première communication. Allô? Oui, allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam, c'est Hafid Sitou. Oui, c'est Hafid, comment vous allez? En ces temps, moi je vais bien, alhamdoulilah, mais en ces temps, on est toujours, bien évidemment, on est un petit peu triste de voir tout ce qui se passe un petit peu sur la planète, que ce soit ici à Bruxelles, que ce soit un petit peu partout. Voilà, on est un petit peu triste et on voudrait apporter notre Hafid Sitou, je rappelle, c'est un grand artiste belgo-marocain, comédien, qui a participé à plusieurs réalisations cinématographiques. Il y a qu'à Hafid, tout modestement, c'est pas l'occasion de parler de vous, mais j'essaie de vous présenter. Absolument, non, mais absolument, oui, bien sûr. Mais alors, je vous écoute, je veux entendre pourquoi je vous ai présenté, c'est peut-être pour avoir l'avis d'un artiste belgo-marocain sur ce qui s'est passé. Oui, alors, ce qui s'est passé, ça, on ne va pas refaire le monde, ça c'est clair. Bien sûr, ou bien si vous avez une question directement, c'est Saoud. Je ne sais pas si j'ai une question directement, mais je pense que le monde maghrébin, pour ne citer que le monde maghrébin, est cité qu'aujourd'hui, les acteurs, on a un devoir qui est important, qui est un devoir de réserve par rapport à la pédagogie, par rapport à l'éducation, et que par notre présence, par les films qu'on peut faire, on peut aussi éduquer humblement ce qui se passe. Et ce que nous avons à l'intérieur de notre communauté, on n'a personne qui est représentatif de l'image du héros. Alors le souci que nous avons, c'est qu'on a énormément de frustration qui s'installe justement à l'intérieur de ces jeunes de quartier qui n'ont pas de représentants, de gens qui pourraient se projeter à travers eux. Donc c'est souvent des brimades, que ce soit dans des caricatures ou dans des films. Souvent, moi personnellement, j'ai refusé, en 2015, j'ai refusé 5 rôles où j'avais un rôle de converti, de personnes assez violentes par rapport à l'islam, par rapport à d'autres choses. Et malheureusement, nous autres, à l'intérieur de notre communauté, on est prêts à accepter n'importe quel rôle pour pouvoir paraître, pour pouvoir être, ou pouvoir essayer d'être comédien. On a plus besoin de reconnaissance qu'on n'a pas souvent au sein même des foyers ou dans notre communauté. Donc on va accepter un peu tout et n'importe quoi. Donc des rôles de terroristes, des rôles de choses comme ça. À l'instar... Pour conforter l'idée que la société a de ces jeunes belgo-marocains, belgo-maghrébins, belgo-musulmans, ce que vous voulez. Oui, écoutez, moi déjà, j'ai pas le physique d'un maghrébin, j'ai peut-être le moteur d'un maghrébin, mais j'ai pas le physique d'un maghrébin. Souvent, autour de moi, dans des dîners, dans des salons feutrés, j'entends souvent des choses qui sont assez déplaisantes concernant la communauté. Ça, c'est une réalité. Je peux discuter avec des bac+15, avec certains ministres ou avec des gens qui ont un coefficient intellectuel, je dirais, qui est quand même assez élevé par rapport à la communauté. On en reviendra toujours que l'arabe, ça restera toujours quelqu'un d'assez violent. Ça revient souvent. D'accord. Ça, c'est dû certainement, encore une fois, à surtout que l'islam est vraiment, pour moi, à mon humble avis, d'après ce que je connais l'islam, c'est vraiment quelque chose de non violent, mais c'est certainement peut-être au comportement que nous avons mutuellement. Tant qu'on ne s'aimera pas nous-mêmes, on ne pourra pas aimer les autres, malheureusement, et ça va créer des dérives. Et tous ces jeunes qui se trouvent complètement désœuvrés, ils ont le sentiment d'exister à travers le lavage de cerveau qu'on peut leur faire et de faire n'importe quoi après. Hafid, oui. Je crois que le message est passé, on aura l'occasion d'en parler. Avec grand et d'approfondir. Merci, c'est Hafid Sitou, l'artiste belgo-marocain qui nous a appelé en direct. C'est vrai. Alors, est-ce que c'est vrai que parce qu'il y a du racisme ou il y a des préjugés,
ça justifie que des jeunes se radicalisent et commettent des attentats terroristes? Non, rien ne peut justifier des attentats. Qu'on soit bien clair là-dessus. Mais on peut essayer de comprendre les mécanismes qui les y amènent. Et c'est vrai que ce qu'a dit Hafid, parmi les mécanismes de radicalisation qui alimentent en tout cas la radicalisation, il y a l'exclusion. L'exclusion d'une frange de la... Enfin, c'est ce que les jeunes pensent qui sont exclus de cette frange de la société. Et il y a bien entendu le racisme, la xénophobie, surtout la stigmatisation, la suspicion, le délit de faciès. Tout ça, ça alimente bien entendu la radicalisation et qui pousse certains jeunes à se radicaliser. C'est un élément pour ça parmi que d'autres. les solutions sont globales. Bien, c'est ce que peut-être les radicaux utilisent pour radicaliser ces jeunes. Oui, parmi les solutions, enfin ce qu'ils proposent dans Micragement, justement, c'est de leur donner une reconnaissance qu'ils n'ont pas dans la société dans laquelle ils vivent. Mais bon, il faut relativiser. On parle vraiment d'une minorité de la société. Moi, je profite de l'occasion pour remercier, au contraire, ce que la Belgique a fait de nous. On ne doit pas voir que le côté à moitié vide du verre, il faut voir aussi le côté plein du verre. Et il faut savoir que la justice sociale en Belgique, elle a fonctionné, malgré les dérapages qu'on connaît. Aujourd'hui, nous avons des composantes de la diaspora marocaine, par exemple, qui sont des hommes d'affaires aguerris, qui sont intégrés dans la société économique. Nous avons d'autres qui sont intégrés au niveau politique, d'autres au niveau de la justice, au niveau militaire. Donc je pense que tout n'a pas été mal fait. Il faut aussi être reconnaissant de ce que la société nous a donné. Mais bon, malheureusement, il y aura toujours des failles et il faut toujours continuer à les améliorer. Et cette problème de stigmatisation, de racisme, de xénophobie, elle n'est pas complètement éradiquée. Alors l'image du musulman, c'est une image ternie, c'est une mauvaise image. Aujourd'hui dans le monde, Hafid l'a rappelé, aujourd'hui quand on présente dans les médias l'homme arabe surtout, le musulman, c'est généralement dans des termes négatifs. Ça n'aide pas non plus à... Non, ça n'aide pas, mais bon, il faut faire attention aux amalgames. Hein. Il faut savoir que la première victime du terrorisme, c'est le musulman, à travers le monde, contrairement à ce qu'on pense. C'est la première victime. Il faut faire attention aussi de ne pas pointer du doigt, par exemple, le réseau des mosquées. Souvent, on dit comme quoi, dans les mosquées, il y a un embrigadement qui se fait, alors que ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, aujourd'hui, les mosquées, elles jouent un rôle de prévention. Et heureusement qu'il y a des gens qui sont dans ces mosquées-là pour faire de la prévention et de la veille. Donc il faut vraiment faire attention. À un certain moment, il y avait aussi un discours radical où il y a des prêches suspectes et radicales. Bien entendu. Bien entendu. C'est pour ça que j'ai dit qu'il ne faut pas généraliser. Il ne faut vraiment pas généraliser, il faut faire attention aux généralités, parce que c'est ce qui justement alimente l'extrémisme. Il faut vraiment faire attention à ça. Alors, une autre question par rapport aux réseaux sociaux et cette nouvelle technologie de l'information, de la communication qui a explosé dans le monde. Aujourd'hui, on trouve facilement des vidéos sur YouTube de Daesh, des sites internet qui parlent qui présentent les bienfaits de la société daéchienne terroriste. Comment ça se fait que des grandes sociétés comme par exemple Google, YouTube et Twitter ne nettoient pas leur réseau et permettent malheureusement cette diffusion de cette littérature et de ces productions cinématographiques daéchiennes? Alors, c'est un grand débat que vous envoyez là. Alors là, il faut vraiment faire attention, parce que justement, quelles sont les solutions à proposer pour déradicaliser une frange de cette société, et quelle est la solution à apporter pour combattre le terrorisme? Est-ce que c'est une solution du tout sécuritaire, du tout militaire? Est-ce qu'il faut réduire les libertés individuelles des citoyens? Il faut faire attention avec ça. Moi, je ne pense pas que la solution, elle est de réduire la liberté d'expression sur Internet ou de réduire ce que vous dites, cette propagande. Il faut faire de l'anti-propagande. Il faut venir avec des éléments concrets sur l'histoire de l'islam, sur la théologie islamique, sur le vivre ensemble. Ça, on va revenir sur le travail peut-être que les musulmans doivent eux-mêmes faire. Entre autres. Voilà, entre eux. Mais pour revenir un peu sur comment lutter contre ce phénomène radical et contre ces terroristes, le combat il est multiple sur plusieurs fronts. D'abord sur ce front des médias, de la communication, parce que vous me l'avez dit tout à l'heure, il y a des jeunes qui s'auto-radicalisent maintenant. Bien sûr. En rentrant avec leur...
leur propre tablette et leur propre PC. Ils sont dans un monde à eux, enfermés sur eux-mêmes, mais ils ont accès malheureusement à ces vidéos, à cette littérature extrémiste. Bien sûr. Comment lutter contre ça? Parce que, voilà. Ils ont accès, c'est pas parce qu'ils ont accès que demain on va interdire l'usage de l'ordinateur ou du téléphone. Oui, mais il y a des sites qui sont pro-Daesh. Il y a des vidéos qui sont, qui font l'apologie du terrorisme. Pourquoi on les laisse circuler? Non, attendez, il faut faire la différence entre des sites qui font l'apologie du terrorisme et des actes terroristes qu'il faut interdire, bien entendu, et des sites sur lesquels vous allez pour essayer de vous chercher, vous découvrir, d'essayer de comprendre, et qui, de cheminement en cheminement, vous aident à vous radicaliser. Donc il faut faire la part des choses. Et puis qui on est, nous, pour dire ce site est bon? Alors je ne parle pas de l'apologie du terrorisme. Bien entendu, là, c'est contraire même à l'humanisme qui est en nous. Bien entendu qu'il faut interdire ça. Mais là, c'est vraiment, on parle de quelques vidéos, de quelques exceptions. On a une communication téléphonique. Allô, salam alaikum. Allô. الو Oui. السلام عليكم استاذ سي الحاج لاباس عليكم؟ لاباس بارك الله فيك. بخير. معكم الحسين فويرس من سانجيل. تفضل سي حسين, on vous écoute. نعم سيدي. Tout d'abord, j'aimerais bien saluer avec un grand respect notre Saoud, le prof, de son participation et tout ce qu'il a dit. Je voulais juste vous dire que peut-être dans le même séjour, on a manque d'éducation et d'enseignement. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a bien dit Addibuhum qabla an tu'allimuhum. Éduquez d'abord avant d'enseigner. Et par là, peut-être on peut passer à la fraternité, à l'union, à la solidarité, au soutien, et pour le bonheur de l'humanité en général, sans distinction ni de race, ni de racine, ni de couleur. C'est l'égalité. Sauf qu'il a bien précisé qu'il faut une justice qui soit adéquate. Et par justice, il y aura encore aussi le pardon dans des limites. Tout être humain a le droit de vivre en paix, en prospérité, en prestige. Merci infiniment pour Merci beaucoup, je vous suis de très près. J'aimerais bien avoir un jour une émission spéciale pour notre marocanité, vu la situation qu'on passe actuellement avec Ben Ki-moon et le soutien total de nos frères marocains entièrement. Ok, ce sera pour une autre occasion. Merci, Sir Hossein, pour votre intervention. Encore une question, c'est ça. Pourquoi alors, vous l'avez bien précisé tout à l'heure, les premières victimes des actes terroristes sont les musulmans eux-mêmes. Tout à fait. Aujourd'hui encore, il y a eu un attentat au Pakistan, 62 morts. Et avant cela, en Turquie, plusieurs dizaines de morts. Et avant cela, en Turquie toujours, une centaine de morts dans un seul attentat. Et on ne parle pas des attentats quotidiens en Syrie et en Irak. Des dizaines, des centaines, des milliers de morts. Mais certains constatent qu'il y a tout de suite une grande solidarité, plus quand il s'agit d'un attentat qui est commis en Occident, que là, les médias internationaux et toute la planète se mobilisent pour montrer leur solidarité avec ces attentats, comme ce qui s'est passé à Bruxelles et à Paris. Mais quand il s'agit d'un attentat en Tunisie, ou en Turquie, ou au Pakistan, certains considèrent qu'il y a moins d'attention médiatique internationale, moins de soutien international, que Obama téléphone rarement au président de ces pays pour leur présenter ses condoléances. Comment justifier cela, selon vous? Je n'ai pas à justifier, je constate ce que vous dites, mais je pense qu'on est hors sujet, hors débat, parce que le fait qu'un média belge parle des attentats qui sont faits en Belgique assidûment et plus qu'un attentat qui aurait été fait à Bamako, c'est compréhensible. Je suppose que les médias de Bamako, quand il y a eu l'attentat qui s'est fait à Bamako au Mali, elles étaient beaucoup plus actives pour parler de leur propre attentat. Je veux dire, quelque part, on ne peut pas pointer du doigt ou stigmatiser l'ensemble des médias parce qu'on ne parle pas d'un sujet ou pas d'un autre. On a une communication. Allô? 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 Oui? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Malcolm Hicham de Bruxelles. Oui, c'est Hicham. Voilà, j'ai juste une petite question. Je ne vous entends pas bien, c'est Hicham. Allô, vous m'entendez maintenant? Oui?
Voilà. En fait, j'ai juste une petite question très simple. Dites-moi. Concernant le débat que vous êtes en train de le faire, je veux juste qu'on m'explique exactement le mot radicalisme. Parce que pour moi, moi je suis musulman, j'ai des collègues belges non musulmans que moi j'arrive pas à expliquer. Elle est où la limite d'un musulman qui bascule vers le radicalisme? Est-ce que quelqu'un qui pratique ses prières fait sa religion normale? Est-ce qu'on peut appeler ça un musulman radical? Non, juste qu'on explique la limite. Très bien. La limite pour appeler quelqu'un qui est radical. Ou bien moi je suggère qu'on appelle pas un musulman radical, mais un sectaire, tout simplement, parce que ces gens-là, ils n'ont rien à voir avec la religion musulmane. Donc, c'est juste le mot radical. Moi, je veux savoir la limite. Ok, merci Hicham. Merci à vous. Oui. Merci. Alors, qu'est-ce que être radical? Alors, écoutez, c'est une très bonne question. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut vraiment faire attention à la sémantique qu'on utilise dans ce genre de débat. Comme je vous disais tout à l'heure, et encore plus grave que le radicalisme, c'est l'islamisme. Est-ce qu'on dit, est-ce qu'on est christianisme? Le christianisme, est-ce que le christianisme est péjoratif? Est-ce que le judaïsme est péjoratif? Alors que quand on utilise le mot islamisme, d'office, on stigmatise une communauté qui est la communauté de l'islam. Donc le monsieur, il a raison, il faut vraiment faire attention à la sémantique. Bon, alors là, pour le côté radical, il n'y a pas de base religieuse par rapport à la radicalisation. On parle vraiment d'un phénomène sociologique. Il faut vraiment, c'est l'individu, à un moment donné, il se met en phase de changement. Et donc ce changement d'une étape à une autre, si vous pratiquez votre religion assidûment, ça ne veut pas dire que vous êtes un radical. Pas du tout, vous pratiquez votre religion, je veux dire, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais la radicalisation de l'individu fait qu'à un moment donné, vous passez d'une phase de ce que vous êtes à quelque chose d'autre qui va vous amener à un combat violent. Alors, la question qu'il a posée, qui était très judicieuse, c'est quel est le critère qui dit aujourd'hui vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas? Il n'y a pas de critère objectif. Ce sont des critères subjectifs. Il faut savoir que la radicalisation... Un fuseau d'éléments qui pourraient nous amener... C'est des fuseaux d'éléments qui vous amènent, mais qui sont dangereux. Par exemple, quelqu'un qui croit qu'il détient la vérité absolue. Bien entendu, donc c'est justement ça, c'est à nouveau quand on est en phase poussée, c'est quand on adhère au totalitarisme. Quand on adhère à cette philosophie du totalitarisme, qu'est-ce que j'entends par totalitarisme? C'est quand on veut imposer sa vision de la religion ou sa vision du vivre ensemble. Et vouloir l'imposer. Bien sûr, mais ce n'est pas que le cas de Daesh. Attention, il faut faire attention. Le totalitarisme, il existe en Arabie Saoudite, il existe en Iran. C'est imposer sa vision de la société. Et il existe en France, pour faire un peu l'équilibre. Quand vous venez avec un débat laïque et vous imposez à vos citoyens de porter tel ou tel vêtement, je ne dis pas que je suis pour ou contre, mais le fait de me l'imposer, c'est un débat totalitaire. Il faut faire attention des extrêmes. D'accord. On a une autre communication. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonsoir madame. Bonsoir, voilà, donc je vous téléphone... Et vous êtes madame? Oui, je suis donc de Heusingen. Diminuez un peu le son de votre poste de télévision, s'il vous plaît. Voilà, donc je vais un peu m'éloigner de le téléphone. Voilà, donc je suis de Heusingen. Je suis une immigrée des années 60. Et voilà, je suis vraiment très triste pour ce problème qui est dans l'Occident et surtout... disons, en France, en Belgique, en Allemagne, tous ces immigrés qui sont arrivés dans les années 60, ils ont tout donné pour le pays, mais hélas, le pays a laissé ces gens un peu à côté. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je parle à tous ces politiques, c'est bien l'éducation, qui est l'éducation de l'enseignement et l'éducation des familles, donc qui est nous. Nous sommes des gens qu'on a grandi dans l'enseignement en Belgique. Nous avons vécu des moments très durs dans l'enseignement. Nous avons été frappés, nous avons été humiliés. On nous a dit que vous n'avez pas le droit d'étudier, que vous êtes uniquement pour servir et reprendre ce que vos parents ont fait. Hélas, nous sommes une immigration
d'honneur. Une immigration que nous sommes arrivés, qu'on nous a payé nos places pour venir. On a influencé nos parents pour qu'on vienne, pour qu'on puisse rester donc dans le pays. Mais hélas, les autorités européennes... Alors, c'est quoi votre message à cause de ça? Mon message aujourd'hui, c'est que c'est tous ces jeunes qui se font exploser, que ce soit de partout dans le monde, que ce soit chez nous, dans les pays arabes ou bien dans l'Occident. Aujourd'hui, c'est un problème très très grave. Dans les pays arabes, ça se passe, disons, un peu normal, même qu'il y a des explosions, etc. Pour eux, ça se passe, c'est pas un problème. Et pour ici, donc en Belgique ou ailleurs dans l'Occident, c'est un peu difficile parce que aujourd'hui, ces jeunes n'ont plus rien à perdre. Pour eux, s'ils font ces choses-là, ils n'ont plus rien à perdre. Et c'est ça qu'ils doivent comprendre, ces gens. Que ces enfants qui sont là, ils n'ont plus rien. Ils tournent dans les rues, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'études, ils n'ont rien. Monsieur, si je vous dis, moi, mes enfants, j'ai tout fait. Je me suis battue pour qu'ils n'arrivent pas à la délinquance. J'ai quitté Bruxelles parce que j'ai vu ce qui s'est passé à Bruxelles. La première délinquante, la première immigration, c'était la drogue. On nous a filtré de la drogue dans les... Oui, madame, oui, est-ce que vous comprenez certains qui vous disent on ne va pas trouver du travail à tout le monde pour acheter la paix? Ça, c'est inconvenable, c'est irréalisable. Vous êtes en train de me dire parce que les jeunes sont désœuvrés, ils n'ont pas d'avenir. Oui, mais c'est ça le vrai problème. Ce n'est pas parce que les gens n'ont pas de travail ou sont mal éduqués qu'ils vont devenir nécessairement terroristes. Non, c'est parce que en fait le terrain qui est là. Le terrain, il est très bien pour ses adversaires. Ces gens qui sont là, voilà. En fait, l'Occident, la Belgique, ils leur ont préparé ces petits-enfants et ils sont devenus des bombes humaines. Très bien. Merci beaucoup, madame. Voilà. Votre message est passé. Voilà, c'est tout simplement que je vous dis aujourd'hui, je dis à tout le monde, et même à l'État belge ou français ou peu importe, il est grand temps qu'ils se réveillent et qu'ils ne laissent plus ces enfants qu'on les prend, qu'ils les prennent et qu'ils, surtout, la primaire, la maternelle, primaire et secondaire, ça doit être surveillé. Très bien. Merci beaucoup, madame. C'est ça. Oui, alors j'ai essayé de comprendre un petit peu. Bon, il est vrai qu'il y a des problèmes d'exclusion, des problèmes de racisme, de xénophobie, comme on l'a dit tout à l'heure, mais il ne faut pas non plus pointer du doigt à chaque fois la responsabilité de l'État dans ce qui se passe actuellement. Je crois que c'est un peu trop facile. Il y a une responsabilité collective. La responsabilité, elle est en nous, en tant que parents. Elle est bien entendu au niveau de l'éducation, elle est au niveau de la société, elle est peut-être aussi au niveau politique, et certainement. Mais ce serait trop facile de pointer uniquement le côté... Alors imaginons on va aller jusqu'au bout, on va estimer qu'ici en Belgique, il y a des problèmes sociaux très graves, il y a de l'exclusion, les préjugés, le racisme, tout ce qu'on veut. Mais alors, qu'est-ce qui justifie que des jeunes, dans des pays musulmans, justement, où ils vivent entre musulmans et entre arabes, ils vont quand même rejoindre Daesh par milliers. Exactement. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, je n'ai pas été peut-être jusqu'au bout. C'est justement, il ne faut pas responsabiliser une frange de la société ou l'État même par rapport à ce qui se passe. Bon, il y a des causes diverses de radicalisation et parmi ces causes diverses, il y a la marginalisation et le racisme. Comme ailleurs, dans d'autres pays, il y a d'autres causes. On a une communication téléphonique. Allô? Et allô? Salam alaikum. Alaikum salam. Je vous écoute. À qui ai-je l'honneur? Mohamed Moufouri. Oui, c'est Mohamed. Je vous écoute. Voilà. En fait, je voudrais... les attentats de Bruxelles, en fait, ce qu'il y a, c'est... Il faut pas faire des amalgames. Bon, moi, je suis belgo-marocain. Je suis content d'être en Belgique et tout ça. Mais les gens qui ont fait ça, c'est vraiment odieux. Et c'est l'humain qu'on attaque. C'est vraiment l'humanité. Et alors, moi je dois dire aussi que le politique, il doit aussi se mettre en question. C'est le politique qui doit se mettre en question. On vote pour des politiciens pour
pour trouver des lois, tout ce qui est pour trouver tout ce qui est juste et pas de faire de l'injustice. Alors, les attentats à l'aéroport, on peut rentrer comme on veut. Il faut plus de sécurité, mais ça ne va pas empêcher les terroristes de faire n'importe quoi. Vous avez tout à fait raison, j'avais juste ouvert une parenthèse. On aura l'occasion de parler ici aussi des dysfonctionnements des services de sécurité belges, parce que l'exemple de l'aéroport, il est flagrant. Comment on a laissé cet aéroport ouvert à n'importe qui pour rentrer, sortir comme il veut? Ça, c'est une erreur, une faute que malheureusement pour l'instant les médias belges essayent de ne pas en parler pour diverses raisons, mais je crois qu'il faut dire aussi les choses qui ne vont pas. Hein. Tout à fait, parce que bon, moi je voyage comme... voilà. Moi je voyage comme pas mal. Je voyage par exemple, il y a certains pays où vraiment, avant de rentrer à l'aéroport, il y a vraiment un check-in qui se fait à l'extérieur de l'aéroport. Et ici, quand même, l'aéroport, c'est quand même un aéroport international. Tout le monde peut rentrer comme dans un moulin. Je crois qu'il faut mettre plus de sécurité. Et comme ça, bon, voilà. Mais ça ne va pas empêcher... oui, mais quand même, ça va dissuader. C'est la moindre... Il faut prendre des précautions. Ce que l'État belge n'a pas pris, malheureusement. Exactement. Oui, exactement, M. Tijini. Mais un fou. Mais voilà. Exactement, oui. Merci, Mohamed de Forêt. Merci. Merci. C'est Saoud, on va bientôt clôturer cette émission. Malheureusement, en 1 heure, on ne peut pas tout dire, mais selon vous, comment on peut lutter maintenant contre ce... C'est trop vague comme question. Mais bon, quelques éléments de réponse. Quelques éléments. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des causes globaux et il faut des solutions globales. Quand je dis global, c'est bien entendu des solutions militaires et sécuritaires, mais pas que militaires et sécuritaires, parce que ça ne va pas résoudre le problème. Il faut des solutions au niveau national. Donc, comme il a dit, monsieur, il faut que les politiques se mettent en marche pour essayer de trouver des solutions beaucoup améliorées pour l'égalité des chances, une vraie égalité des chances entre tous les citoyens de la population belge. Aussi, inculquer le civisme. Il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, c'est très important aussi, quitte à réinstaurer le service militaire obligatoire, pourquoi pas, pour apprendre à vivre ensemble et pour inculquer le civisme à la société. Comme a dit la dame, il faut des solutions académiques dès la jeune enfance. Il faut une inclusion économique de cette jeunesse, les former, les encourager, leur donner de la reconnaissance. Il faut un encadrement religieux, travailler avec les pays d'origine, contrairement à ce qu'on croit. Les pays d'origine ont quelque chose de très important à apporter pour renforcer l'identité de ces jeunes. Mais quel islam? De l'Arabie Saoudite, du Maroc, de l'Égypte? Non, il faut donner le choix. Il faut donner le choix aux citoyens de choisir ce en quoi il croit. Si pour lui, l'islam malikite du Maroc, il se sent bien avec, et c'est l'islam de ses ancêtres, très bien. Pourquoi lui imposer un autre islam? Aujourd'hui, on essaie d'imposer. Il ne faut pas imposer, il faut encadrer. Il faut encadrer et il faut travailler justement avec des pays comme le Maroc qui ont démontré le bienfait justement de leur politique d'encadrement religieux. Et donc il y a d'autres solutions également au niveau international. Il faut faire attention. Donc j'ai dit tout à l'heure qu'il faut des solutions globales. Il faut revoir complètement la politique internationale des États occidentaux surtout. Il faut faire très attention quand on envoie nos troupes sur des terres étrangères, surtout des terres musulmanes, parce que ça alimente à nouveau le radicalisme. Il faut faire très attention à ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas combattre. Oui, il faut combattre, mais il faut faire attention en envoyant aussi des avions et causer des dégâts collatéraux, indirectement, vous alimentez le radicalisme. Donc il faut vraiment faire attention aux réactions justement des autorités qu'on voyait. Et s'y préparer surtout, s'y préparer et prendre... C'est un combat de longue haleine. Ce ne sera pas un combat qui va être résolu. Mohamed Saoud, on aurait aimé continuer avec vous cette émission. Il y a beaucoup de choses à dire qu'on n'a pas dit malheureusement parce qu'en 1 heure on ne peut pas faire le tour de ce phénomène de terreur mondial qui menace la vie notre vie de tous les jours. Ce qui s'est passé à Bruxelles, à l'aéroport et à la station métro à Molenbeek, qui a fait des victimes, peut arriver à n'importe qui d'entre nous, d'entre nous deux déjà, parce qu'on est à Bruxelles et on fréquente, et qui menace tout le monde. Alors, on aura l'occasion peut-être de parler de dysfonctionnement de l'appareil sécuritaire belge, qui malheureusement n'a pas été au niveau.
est à la hauteur selon plusieurs observateurs et de professionnels qui travaillent dans le domaine de la sécurité et de la prévention. Le manque de réactivité après l'attentat de l'aéroport et de ne pas arrêter tout de suite les métros, et ça a aussi été pointé du doigt comme un dysfonctionnement, une lacune grave qui a causé l'attentat de Malbec. On aura l'occasion de parler de tout ça. D'ici là, je vous dis, salam, merci encore, c'est Saoud. Je vous en prie. Moi, j'espère juste qu'on va éviter les amalgames, et j'encourage vivement toutes les composantes de la population à s'unir et être solidaires dans cette douleur. Et ne pas tomber dans le piège de Daesh qui veut justement causer cette fracture. De la stigmatisation et de la fracture sociale. Parce qu'on est tous concernés par le terrorisme, on doit tous lutter contre le terrorisme, musulman et non musulman, belge et non belge, parce que ce n'est que comme ça qu'on peut venir au bout de la pensée, de l'idéologie et de cet pseudo-État daéchien. Assalam. Merci beaucoup.